Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, ça y est, nous sommes rassemblés. Donc les 5 intervenants sont présents. Donc moi, je vais vous présenter, et en tout cas, je vais animer la table ronde dédiée en fait aux impacts écologiques des pollutions marines. Donc on sera sur le même thème, évidemment. C'est la Moco Cadiz, les 40 ans, comment en fait finalement ces impacts écologiques. Quelle est la perception, comment ils ont évolué au cours du temps. Donc on sera vraiment sur cette problématique avec 5 experts, chacun dans un domaine différent, mais vous verrez très complémentaires. Donc je vais dans un premier temps vous les présenter. Alors tout d'abord, juste à côté de moi, à ma droite, Bernard Fichot. Alors Bernard Fichot est enseignant-chercheur en géographie des littoraux à l'Université de Bretagne occidentale. Alors Bernard est intervenu dans de nombreuses catastrophes pétrolières, puisqu'il a dans son parcours, évidemment, il est intervenu d'abord au moment de la Moco Cadiz. Il était expert témoin au procès de la Moco Cadiz à Chicago pour le syndicat mixte des communes plaignantes, chargé du dossier des dommages dus aux pollutions résiduelles de l'accident. Et ensuite, il est intervenu au moment de la catastrophe de l'Exxon Valdez, en tant qu'expert conseil auprès de l'amiral des gardes-côtes en charge des opérations de nettoyage. Il supervisait le nettoyage des littoraux appartenant aux Amérindiens. Lors de l'ERICA, Bernard fut nommé expert auprès des DIREN de Bretagne et des Pays de la Loire, détaché au PCA de la Baule. Et puis encore 2 autres catastrophes pétrolières sur lesquelles il est intervenu. Celle tout d'abord du Prestige, avec une mission d'observateur des opérations de nettoyage en Galice. Et puis la marée noire de Giet, au Liban, en 2006, où il a été dépêché par Jacques Chirac auprès de Saad Hariri pour diriger les opérations de nettoyage au sud de Beyrouth. Donc voilà, il nous racontera cette riche expérience dédiée aux impacts écologiques des catastrophes pétrolières. Ensuite, Jacek Trąciński. Jacek est chercheur en biogéochimie marine des contaminants organiques. Il travaille au sein de l'unité biogéochimie et écotoxicologie du département des ressources biologiques et environnement du Centre Atlantique d'Ifremer de Nantes. Alors, ses récentes activités de recherche sont centrées sur l'étude du devenir, du transport, mais aussi du transfert trophique des contaminants organiques et métalliques dans les écosystèmes marins. Donc, une vision plus biogéochimiste. Il s'intéresse à une approche pluridisciplinaire combinant l'observation du milieu et la modélisation en collaboration avec d'autres équipes. Et il mène également des actions d'expertise scientifique auprès de l'UNEP et de l'Union européenne. Ensuite, Nicolas Puchot, qui vient de l'INERIS. Nicolas Puchot est ingénieur en évaluation en écotoxicologie au sein de l'unité d'expertise en toxicologie et écotoxicologie de l'INERIS. L'INERIS est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Nicolas Puchot est écotoxicologue. Il a occupé différents postes de chargé de projet au CEDRE, à l'UBO et à l'ANSES. Depuis 7 ans, il est ingénieur au sein de l'unité d'expertise en toxicologie et écotoxicologie de l'INERIS, où il est notamment partie prenante de projets nationaux européens sur le thème de la prise en compte des risques pour les écosystèmes aquatiques comme terrestres. Ensuite, Philippe de Grisac, juste à ma gauche, Philippe de Grisac, et je suis désolée, mes papiers. Philippe de Grisac est investi depuis longtemps au sein du conseil d'administration de la LPO, dont il occupe l'un des postes de vice-président. Il est également administrateur de la LPO Loire-Atlantique, donc il est retraité de l'éducation nationale, et donc il consacre son temps à aujourd'hui cette ONG et à l'ensemble de ses actions dédiées à l'environnement. Au sein de la LPO, il assume entre autres les fonctions de directeur bénévole de la réserve naturelle nationale des 7 îles, et il est également directeur du comité de rédaction de l'Oiseau Magazine. Il représente la LPO au sein du conseil d'administration du Conservatoire du Littoral et à celui de l'association Fête de la Nature. Et pour finir, Fabien Boileau. Fabien Boileau est aujourd'hui directeur délégué du parc naturel marin d'Iroise. Après 10 ans passés dans la marine nationale, Fabien Boileau a été responsable de la division coordination des opérations de recherche et de sauvetage au CROSSETEL de 2003 à 2007. Puis il a occupé pendant 3 ans un poste d'administrateur des affaires maritimes en Guyane. De 2011 à 2016, il a assuré la fonction de directeur adjoint en charge du service opération au parc naturel marin d'Iroise, dont il est aujourd'hui le directeur délégué.
Donc voilà, comme vous voyez, donc 5 intervenants, experts, avec des domaines fortement en lien avec ces problématiques d'impact écologique, dont nous allons parler tout de suite au cours de cette table ronde. Alors je vais d'abord poser quelques... Alors l'organisation de cette table ronde, je vais poser un ensemble de questions à chaque intervenant. Et puis l'objectif, c'est vraiment voilà, d'avoir une vision partagée entre eux, mais partagée aussi avec vous sur ces impacts écologiques des catastrophes pétrolières. Et puis ensuite, bien sûr, laisser un temps d'échange avec la salle, avec vous. Alors mon premier intervenant, mon premier expert, c'est donc Bernard Fichot. Alors Bernard, évidemment, parmi les 5 experts, tu es celui qui a été présent au moment de la Moco Cadiz. Quelles étaient donc en fait les actions qui ont été menées au moment de la Moco Cadiz et quel bilan aujourd'hui? Oui, à vrai dire, mon champ d'action, je suis géomorphologue, c'est un drôle de nom, je ne suis pas biologiste, ni biochimiste, ni rien du tout. J'étudie la sédimentologie des plages, le déplacement des plages, des sédiments, etc. Et mon travail pendant la Moco Cadiz, j'ai été embauché par le syndicat mixte, actuellement Vigipol, qui portait plainte contre Amoco. Il y avait une première phase, c'était porter plainte pour faire reconnaître qu'Amoco était coupable, et si oui, deuxième phase, demander des sous à Amoco, puisqu'ils nous avaient pourri notre littoral. Et donc les maires se sont demandé quel type de dommages ils allaient demander. Il y avait des dommages qui étaient avérés, les routes avaient été défoncées, etc. etc. Et puis il y a un groupe de maires qui s'est dit, mais il reste du pétrole sur notre côte. C'est vrai, les nettoyages avaient été très difficiles, 220 000 tonnes, on a beau dire, c'est quand même assez dur à réussir à la perfection. Moi, j'étais là pendant l'été 78, les plages étaient complètement pourries à la fin du nettoyage, puisque le gouvernement avait décidé que le 30 juin, c'était fini, évidemment, puisque les vagues commençaient le 1er juillet. Donc, on voulait faire croire aux gens que c'était propre. Donc, la côte était pourrie à la fin des nettoyages. Et donc, les maires le savaient, et ils ont demandé à ce qu'on fasse un bilan de ce qui restait comme pollution en 1982, et puis qu'on estime la manière de nettoyer cette pollution résiduelle en 1982, combien ça coûtait, et on allait demander ça à Amoco. Et c'est moi qui ai été embauché. À l'époque, j'étais juste thésard en géomorpho, je ne connaissais rien du tout au pétrole. Donc mon boulot a consisté à partir... Il y avait une carte qui disait que 345 km de côte avaient été pollués, c'est exact. J'ai fait les 345 km à pied, ce qui représente en vrai 1000 km à pied, puisque je faisais des zigzags et que je creusais des trous dans toutes les plages. J'ai tout fait. Je suis la seule personne à avoir creusé intégralement à la pelle la côte bretonne. Et mon boulot consistait à trouver du pétrole et à cartographier où il était. On était 2, à vrai dire, mais ça, les autres ont changé en cours de route. Et donc, on a terminé ce premier boulot après 3 mois et demi de marche à pied, de cartographie, mais c'était du sérieux, même si ça paraît archaïque, c'est un peu paléolithique comme manière de faire. On n'avait pas de drone à l'époque, donc on se démerdait comme on pouvait. Et donc, on a fait cette cartographie. Le bilan, il est de 152 hectares de littoral breton qui portait encore des traces en 1982 à des degrés qu'on n'a pas estimés. Le but n'était pas de dire comment ça allait marcher, la dépollution, etc. Le but était de gagner des sous à un procès. Donc c'est de la science entachée par un but qui était d'essayer d'encrister les adversaires, si vous voulez. Mais n'empêche qu'il restait 152 hectares de polluants et puis que le procès a traîné. Et on avait chiffré ça, je ne sais plus combien de millions d'euros, je ne me rappelle plus, c'est trop de sous, je ne sais plus combien ça représentait le dossier. Le procès a traîné, et en 85, on m'a dit, c'est toi qui vas passer maintenant en procès, tu vas exposer ton dossier. Un des avocats américains a dit, mais peut-être que depuis 1982, on est en 85, peut-être que ça s'est dépollué. Et on a recommencé la même expérience. Ça a été plus rapide, on est reparti uniquement sur les points qu'on avait été inventoriés. C'était très facile, très rapide. Et là, on était stupéfaits. En gros, à la louche, ça dépendait des milieux, mais 80% de la pollution de 82 avait disparu, toute seule, du fait de l'action des vagues, des bactéries, des vers de vase qui remuent les sédiments, des crabes verts qui creusent des tunnels dedans, etc. Et c'était l'apport de ce travail, bien que des choses comparables aient été faites avant ailleurs, mais pas à cette échelle-là, c'était de permettre de comprendre que finalement, une pollution, il n'y a pas besoin forcément de la nettoyer jusqu'à la dernière goutte. Que ça aurait dû poser les bases,
Ça l'a posé parmi les spécialistes, on passe notre temps à se poser cette question. Est-ce qu'on doit tout nettoyer à bloc? Nous, on se la pose. Depuis, d'ailleurs, ça a été intégré un peu dans les plans Polmar, à travers les atlas de vulnérabilité, etc. Nous, c'est une question qu'on a en tête en permanence. À partir de quand le nettoyage devient pire que la pollution elle-même, ce qui est très souvent le cas. Nous, on se pose la question, mais peut-être que tu as d'autres questions à me poser. Ça ne va pas au-delà de nous pour le moment. Non, mais pour rebondir par rapport à ce que tu dis là, du coup, le constat, c'est quoi? C'est par rapport à l'impact écologique, finalement, c'est en fonction de l'état, hein, après la pollution, quel est finalement l'impact, hein, en termes d'impact écologique, le milieu, combien de temps met-il à finalement à assimiler cette pollution en quelque sorte? Grosso modo, sachant que 85, c'est 7 ans après 1978, il restait déjà, en 85, il restait une vingtaine d'hectares de pollués sur une quantité astronomique au départ. Depuis, je n'ai pas cessé de continuer de vérifier mes spots. Je suis même retourné il y a 2 semaines à l'île Grande. Il reste encore des traces de la Moco. Genre, on peut faire des photos et tout, mais c'est vraiment des traces. Globalement, pour faire vite, sur une méga pollution comme celle de la Moco, mais avec un type de fuel particulier aussi. Ça dépend des hydros. Bon, ça, c'est des histoires des spécialistes. On peut considérer qu'au bout de 7-8 ans, la Moco, c'était un vague souvenir, hormis dans quelques rares coins qui restaient super pollués. Et comme je le disais, l'enseignement d'une chose comme ça, qui a d'ailleurs été réitéré à suite pendant l'Exxon Valdez, ils ont fait un suivi sur 1200 km de côte, c'était plus grand, mais ils l'ont fait que juste à l'issue de la première campagne de nettoyage et de la seconde, ils n'ont pas poursuivi sur 15 ans. L'idée, c'est que les enseignements qu'on devrait tirer de ça sont des enseignements non pas purement c'est propre, c'est pas propre, mais ça devrait être un des points clés, un des livrets guides du nettoyage pour les pollutions à venir, c'est-à-dire pas un des seuls. La définition des termes d'un nettoyage, c'est un consensus. Les élus veulent que leur port soit propre, les écolos veulent que les bestioles soient propres, etc. Mais ça devrait être un des points clés de... Si tu avais un constat à faire, hein, donc c'est... du coup, tu as participé à de nombreuses interventions, hein, suite à des catastrophes pétrolières. Ça serait, le constat que tu ferais, ça serait ça, d'avoir finalement, en fonction aussi du site, hein, de la quantité de pétrole, donc avoir un guide d'intervention, mais un peu global. Jusqu'à quand, jusqu'à quel niveau faut-il intervenir? Ça, c'est un élément majeur. Certains s'y sont risqués, hein, et le cèdre bien plus que moi. Il y a plus de spécialistes et de meilleurs spécialistes au cèdre que moi. Et on ne pourrait pas dire, voilà, on peut nettoyer pile poil jusqu'à tel endroit. Il y a aussi, bien qu'on soit scientifique, une histoire de feeling et tout là-dedans. Mais pour en terminer rapidement, par exemple, l'ERICA, qui normalement est à la fin de ce long cycle de pollution des pollutions, les opérations auraient dû être plus réussies qu'au moment de la Moco. À mes yeux, non. À mes yeux, pendant l'ERICA, il y a eu 19 000 tonnes en mer versus 220 000 au moment de la Moco, même si une partie s'est évaporée. Les déchets qu'on a retrouvés après l'ERICA, c'est 220 000 tonnes de camelote à Donge, 19 000 tonnes de mazout, même si ça fait 40 000 tonnes d'émulsion, 220 000 tonnes à Donge, ça fait quasiment 200 000 tonnes de choses en trop. Et c'était quoi les choses en trop? Du sable et des galets. Pourquoi? Parce que, en dépit du fait qu'il y avait des gens qualifiés du CED dans tous les PCA, moi je suis assez qualifié, j'étais dans un PCA, etc., etc., il y avait les gens, de plus en plus à mon avis, bien plus qu'au moment de la Moco, ils flippent. Et surtout les élus, ils se disent « Ah, la saison touristique va être baisée », parce qu'évidemment, il y a la télé qui est là, il y a les journaux qui disent « Il reste des gouttes ici, il reste des gouttes là ». Donc les élus, ils les ont à zéro. Et les élus, en dépit du fait qu'il y a eu des PCA avec les services de l'État, et j'ai beau pas être un militariste forcené, quand je bosse avec l'armée sur une marée noire bosse bien, les pompiers bossent bien, les services de l'État bossent bien en général. Si pendant l'ERICA, c'est parti en sucette d'une certaine manière, c'est souvent à cause des communes. Parce que les communes, souvent, ne faisaient pas confiance, disaient l'État fait rien, les moyens ne sont pas là. Et les services, les communes et les bénévoles, hein, faisaient des opérations en loose day. J'avais préparé un petit PowerPoint avec des choses que vous ne pouvez même pas imaginer sur des opérations d'une commune, la Turballe, je peux la citer, qui, sous prétexte qu'il y avait des boulettes qui arrivaient sur la plage juste avant le week-end de je ne sais pas trop quoi, où il allait faire beau, la commune envoyait des bulles, ils enlevaient tout le sable dans lequel il y avait moins de 1% de mazout, ils mettaient ça dans un trou
dans des dunes en arrière de la plage. Ils mettaient du mazout par-dessus après, ils rechargeaient ça dans un camion et ils amenaient ça à Donge pour faire croire que c'était du sable pollué. C'est-à-dire que, en dehors de... Pour moi, j'entendais les spécialistes du CEPOL, tout ça, je les crois. Moi, je vois bien que les services de l'État ont fait des progrès considérables, le remorquage, les crosses, etc. Nous, on a fait des progrès considérables. Ça ne veut pas dire que les nettoyages se passeront mieux. Tant qu'il y a des gens qui flipperont parce qu'ils vont perdre des touristes, parce que ci, parce que ça, parce que la presse va raconter des méchancetés, et tant qu'il y aura des opérations qui seront menées en loose day, sans faire confiance aux gens qui s'y connaissent, ce ne sera pas forcément mieux. Et l'ERICA, ce n'était pas mieux que la MOCO. Bon, voilà, premier constat général de Bernard. Alors, Jacek. Jacek, toi, tu es donc, comme on l'a dit, donc, biogéochimiste. Tu étais présent lors de la catastrophe de l'Erika. Donc, avec cette vision de biogéochimiste, on a vu que Bernard abordait aussi cette notion de... finalement, les impacts écologiques varient aussi en fonction de la qualité du pétrole. Donc, quel est le premier constat par rapport à cette intervention au moment de l'Erika ? Très bien, donc merci pour l'invitation. Donc, je vais répondre d'abord à la question précisément, mais je vais effectivement faire une petite digression par rapport des interventions de ce matin. Donc, premièrement, Ifremer, en effet, a été chargé des suivis de la contamination par les hydrocarbures des mollusques marins suite à la catastrophe d'Erika, plus proche. Donc, nous avons effectué effectivement ce suivi dans les mollusques marins, principalement. Et donc, je précise tout de suite que finalement, le suivi que nous avons fait principalement, c'est l'évolution de la contamination chimique dans les mollusques marins. Et donc, on a pu mettre en évidence, effectivement, que cette contamination a continué et duré pendant 3 ans au moins après l'événement. Donc ça, c'est important, introduire effectivement des éléments temporels dans l'évaluation des impacts, on peut dire, écologiques ou écotoxicologiques dans le milieu, puisque effectivement, ça peut avoir un temps relativement long. Et en disant un temps de 3 ans, c'est finalement, par rapport au fonctionnement des écosystèmes marins, c'est très court, puisque ce qui a été tout à l'heure évoqué, les conséquences écologiques, puisqu'il faut parler effectivement de notre thématique principale de cette table ronde, peuvent être très 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 longues et étalées dans les vingtaines d'années après effectivement des événements de ce type-là accidentels. Donc l'exemple de l'Exxon Valdez a montré effectivement, et nous avons actuellement des rapports qui ressortent, que les conséquences écologiques dans ces milieux polaires, donc c'est très important à souligner, ont été mis en évidence très 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 longtemps après l'événement. Maintenant, vis-à-vis aussi par rapport à la question des qualités ou quantités du pétrole. La quantité de pétrole n'est pas forcément liée à des conséquences ou des dégâts écologiques qui peuvent être provoqués dans le milieu. Par contre, les qualités, donc la composition chimique principalement, peuvent en effet avoir certains profils toxicologiques, écotoxicologiques, qui peuvent être mis en évidence. Donc la composition du pétrole, il est très important de la déterminer au départ, d'autant plus que finalement, vis-à-vis de la signature, des signatures dans le milieu marin, nous pouvons, via ces signatures chimiques, mettre en évidence effectivement la contamination liée à l'événement accidentel par rapport à la contamination chronique qui est dans le milieu. Je vais ajouter aussi vis-à-vis de l'ERICA, ce qui était très intéressant par rapport à l'observation que nous avons menée, que dans le cadre des réseaux d'observation permanente nationale de la contamination chimique au milieu marin, nous avons eu l'état avant l'événement. Donc l'état, on peut dire, initial, avant contamination, et nous avons pu mettre en évidence effectivement la cinétique, donc la rapidité de la contamination des mollusques marins par les hydrocarbures. Et également, nous avons pu suivre les temps nécessaires pour la décontamination du milieu. Alors,
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les méthodes d'études, de suivi ont évolué et quels outils on utilise finalement pour pouvoir anticiper, comprendre ce qui se passe, comment en fait ces impacts écologiques vont finalement avoir des conséquences majeures? Tout à fait. Donc cette question fait effectivement le lien que je voulais faire avec l'intervention de ce matin, puisque ce qui a été évoqué dans l'exposé concernant les préparations et les progrès des préparations, progrès dans la lutte et développement technologique, les réglementations nouvelles. Il y a eu un certain nombre de défauts qui ont été constatés au départ de chaque marée noire, et surtout au moment de la Moko Cadiz, et même, je dirais, Torrey Canyon, puisque c'est finalement un tout petit peu avant. Il manquait un point, peut-être, dans ces défauts qui ont été évoqués, c'est les défauts des connaissances scientifiques. Et finalement, nous, aujourd'hui, je pense que l'évaluation écologique, des conséquences écologiques, c'est quelque chose probablement le plus difficile à mettre en évidence, puisque j'ai dit, effectivement, il y a une échelle temporelle très importante et rarement on peut mener l'observation pendant une longue période. Donc, on est habitué d'effectuer effectivement ces suivis pendant quelques temps, c'est relativement court. Donc, pour revenir à la question principalement, l'évolution des approches actuelles, c'est qu'il se situe à peu près aux 3 niveaux. Donc, d'abord, je pense que c'est l'observation in situ qui est la plus importante, quoi qu'on dise. Donc, et là, l'élément temporel, il est très important. Il ne faut pas que ça soit très court. Il faut qu'on puisse évaluer, éventuellement, bifurcation des écosystèmes qui sont extrêmement difficiles à mettre en évidence suite à un accident. Ça peut avoir des conséquences et des dommages écologiques assez importants. Donc, je dirais, c'est la partie la plus difficile. Pourquoi elle est difficile? Parce que ça coûte cher, d'abord, il me semble. Donc, il faut mettre en évidence aussi ces points-là. Il faut dire que mettre les observations pendant une longue période, ça coûte très cher et rarement on a un dispositif qui nous permet. Je vais ajouter à ça. Donc, actuellement, nous avons Directive 4 Stratégie milieu marin qui nous permet finalement de mettre un cadre dans lequel on peut définir l'état écologique au travers de 11 descripteurs de l'état écologique du milieu. Donc, vis-à-vis des progrès également qu'il faut mentionner, c'est des approches via des observations des mésocosmes. Ce sont des dispositifs expérimentaux qui nous permettent éventuellement d'étudier plus précisément certains mécanismes toxicologiques ou certaines réponses biologiques dans les dispositifs contrôlés. À nouveau, je dirais, ce type de dispositifs qui se mettent en œuvre actuellement dans CEDRE, actuellement, je pense qu'il y a un projet sur les milieux polaires, et ça s'est effectué dans le cadre des dispositifs des mésocosmes. Et troisième point, et je vais terminer là-dessus, donc c'est le développement des modélisations. Je pense que c'est très important. C'est aussi bien des modèles couplés entre les modèles écologiques que les modèles hydrodynamiques qui nous permettent finalement à faire les liens entre les fonctionnements des écosystèmes, expérimenter, prévoir éventuellement des réponses des écosystèmes, et également des systèmes de modélisation qui sont plus liés à des systèmes de réponse toxicologiques, donc pharmacocinétiques, vis-à-vis des cibles biologiques qui sont étudiées. Très bien. On a vu donc avec Bernard l'approche plutôt sédimentaire, biosédimentaire. L'approche cette fois-ci, donc on était donc là sur la biogéochimie. Je propose donc Nicolas d'échanger sur le travail qui a été mené par l'INERIS suite à la catastrophe accidentelle de l'Erika, qui a fait une synthèse globale, parce que c'est vrai que quand on parle impact écologique, évidemment, on pense, donc là on a eu sédiments, plutôt biogéochimie, mais à la faune, à la flore, finalement aussi à cette nature qui a été impactée par la catastrophe. Bonjour.
Donc, moi aussi, je tiens à vous remercier pour l'invitation, à remercier aussi les organisateurs qui ont su faciliter mon intégration dans cette table ronde, puisque je remplace en fait Éric Thibault, le responsable du pôle Impact sur le vivant, pour lequel je travaille et qui n'a pas pu être ici parmi nous, il s'en excuse. Donc oui, l'INERIS en fait a été le gouvernement du ministère, enfin le ministère en charge de l'environnement a demandé à l'INERIS et à l'IFREMER d'animer un programme avec pour mission de faire un petit peu le bilan des opérations qui ont été menées lors du naufrage de l'Erika. C'est une espèce de retour d'expérience sur ce qui a été fait, une mesure des impacts et quelques recommandations si c'est possible. Donc moi, je vais synthétiser un petit peu quand même. Très bien. C'était quand même un programme qui a repris, qui a synthétisé les résultats de 31 programmes scientifiques, qui a fait intervenir au final beaucoup de monde. Voilà ce qu'on en a retiré. En ce qui concerne les impacts sur les végétaux, sur la flore, les observations réalisées entre 2000 et 2004 ont montré que la flore des côtes et des falaises ont été sévèrement touchées, notamment la flore du Pré-Salé dans le pays de la Loire. Mais quelque part, un petit peu comme vous l'avez dit, 4 ans plus tard, on se rend compte que l'impact de la pollution sur la végétation a été plutôt limité. Il y a une espèce de recolonisation des divers sites impactés qui s'est opérée. Il y a eu d'importants travaux de dépollution et il a fallu parler un petit peu des impacts liés à ces travaux de nettoyage, des impacts directs comme les piétinements, passage d'engins, du décapage, des utilisations de Karcher. Au final, les spécialistes ont estimé que ces impacts ont été peu étendus au regard des zones polluées. Ce qui est intéressant de souligner un petit peu, c'est que ces opérations, quand même, ça a été l'occasion de développer des états de référence pour la flore littorale, entre autres pour faits par les conservatoires botaniques. L'impact le plus important, le plus spectaculaire lors de l'Erika, puisque je vous parle de l'Erika en fait, et pas de la Moco-Cadiz, pardon, il a été observé sur les oiseaux. Les oiseaux, en chiffres, c'est 74 226 oiseaux collectés entre 1999 et 2000, entre décembre 1999 et juin 2000, pardon. C'est environ 32 000 oiseaux vivants, 42 000 oiseaux morts. Et parmi les 32 000 oiseaux vivants qui ont été récupérés, il n'y en a qu'environ 2 000 qui ont été relâchés. Le taux de survie, il n'a pas été possible de l'évaluer. La question qui s'est posée, c'est l'intérêt, au final, faut-il vraiment entreprendre les efforts qui avaient été mis en œuvre à ce moment-là pour nettoyer les oiseaux? Est-ce qu'on en tire un bénéfice écologique, au final? Au final, toujours, ces 74 000 oiseaux qui ont été collectés, c'est probablement pas l'impact total des oiseaux qui ont été impactés par la marée noire. On estime environ 135 000 oiseaux marins qui auraient péri des suites de cette marée noire. Et on va dire qu'une grande part de ces impacts, ils auraient pu être plus limités si jamais il y avait eu une meilleure stratégie qui aurait été mise en place. Voilà, 4 années plus tard, 4 années après, un petit bilan quand même, il semblerait que les populations de la plupart des espèces se soient reconstituées d'elles-mêmes. De la plupart des espèces. Maintenant, sur la faune de l'estran, il y a eu des impacts aussi, des impacts moins impressionnants que pendant la Moco-Cadiz. Mais 2 espèces ont été particulièrement affectées. L'oursin qui a été complètement balayé de la plupart des sites. Donc une mortalité massive, accompagnée par la suite d'une prolifération des algues vertes, de Ulva lactuca, puisqu'il se nourrit d'Ulva lactuca. Il a fallu environ 3 ans pour que les populations d'oursins se reconstituent dans l'estran. Et la deuxième espèce qui a été le plus sévèrement affectée, ça va être les astéries. Voilà. Et là aussi, encore une fois, on observe une reconstitution des stocks d'astéries dans les 3 ans qui ont suivi la pollution.
Des conclusions de ce grand programme de retour d'expérience, on va appeler ça. Il y a eu un constat de carence et de désorganisation. On aurait pu penser que 20 ans après l'AMCO Cadiz, il y aurait eu des stratégies mises en place plus efficaces, mais il y a eu une espèce de rapidité de mise en œuvre un peu précipitée. On n'a pas su peut-être tirer les leçons de l'AMCO Cadiz au début de l'ERICA. Des recommandations ont été formulées dans le rapport qui a fait suite à ce retour d'expérience. Des recommandations notamment pour nettoyer des sites en fonction de la nature de ce site, que ce soit une dune, un marais, que sais-je, une falaise. Des recommandations comme prévoir du financement, prévoir un pilotage pour mieux encadrer les opérations dès le départ, s'il devait y avoir une nouvelle marée noire. Et puis quelques questions, j'en ai déjà posé une, l'intérêt peut-être de nettoyer les oiseaux, et puis surtout, ça a déjà été évoqué, quand s'arrêter lorsqu'on veut nettoyer une plage, à quel moment faut-il s'arrêter avant de provoquer de nouveaux impacts. Alors là, donc, c'est vraiment l'état des lieux suite à la catastrophe de l'ERICA. On a brossé un peu voilà, c'était la synthèse du rapport qui a été réalisé par l'INERIS, mais lié à la faune et la faune et flore marine. J'inclus les oiseaux de mer dedans. Une question quand même concernant finalement les intervenants, les bénévoles qui ont nettoyé. Est-ce qu'il y a eu un suivi également sanitaire et des recommandations en termes d'hygiène qui ont été proposées ? Oui, le 11 février, en fait, la DGPR du ministère en charge de l'environnement a chargé l'INERIS de réaliser une évaluation des risques pour les écosystèmes, en fait, et aussi sanitaires. Je vais parler des deux. La même méthodologie a été suivie. Après avoir identifié les substances qui composent le matériel qui a été libéré, il a été possible d'appliquer la méthode qu'on suit souvent à l'INERIS. En fait, chaque substance en fait, a une notion de danger qui lui est inhérente. À travers des essais d'écotoxicité qui peuvent être conduits avec ces substances-là, on peut définir une valeur seuil au-delà de laquelle, normalement, il n'y a pas de risque pour les écosystèmes ou la santé humaine. Donc, dans un premier temps, définir le danger de ces substances-là. Dans un deuxième temps, on va caractériser l'exposition auxquelles vont être confrontés les organismes vivants. Ceci, soit par la mesure, soit par des modélisations. Avec ces deux informations-là, la valeur seuil et les concentrations d'exposition, on peut obtenir un indice de risque qui va se traduire par soit une absence de risque, soit voilà, une alerte. Il est possible qu'il y ait des impacts sur les organismes vivants dont on parle. Donc pour l'environnement, plusieurs scénarios d'exposition ont été considérés. Premier scénario, c'était les organismes à proximité des galettes, à proximité de la pollution. Pour eux, on a obtenu des indices de risque qui signalent un impact à la fois aigu, c'est-à-dire immédiat, sur des expositions courtes, mais aussi un impact sur le chronique, c'est-à-dire sur la longue durée, au niveau reproduction de la population, etc. Par contre, pas de risque de prévu ou alors un risque négligeable à l'échelle régionale, donc de façon éloignée aux zones contaminées, ni par l'empoisonnement secondaire, la consommation de proies contaminées. Le même travail a été réalisé pour les populations. Là, on a, pareil, plusieurs scénarios qui ont été mis en place. Le premier scénario d'exposition concerne les ramasseurs. Ce scénario d'exposition, il a été intégré dedans l'information qu'effectivement, il y a eu une bonne communication. Les bénévoles qui étaient sur la plage pour ramasser la pollution avaient des équipements de protection, ils travaillaient de façon plus ou moins encadrée. Et pour eux, en vertu des valeurs seuil qui existaient, qui étaient disponibles, ou qu'il a été permis de calculer, il n'y a pas eu de risques ni systémiques ni cancérogènes qui ont été qualifiés de non négligeables. Il y a quand même une alerte sur un risque pour la femme enceinte, un risque reprotoxique, embryotoxique plutôt, dû au passage transcutané des HAP.
Deuxième scénario d'exposition, c'était les nettoyeurs d'oiseaux qui récupéraient les oiseaux et qui les nettoyaient. Ces personnes n'ont pas suivi toujours les mêmes protocoles. Du coup, le risque a été très difficile à évaluer pour ces personnes. Certaines personnes ont travaillé à main nue parce que c'était plus facile pour tenir les oiseaux. Les produits utilisés n'étaient pas toujours les mêmes. Certaines personnes, de nombreuses j'imagine, se sont fait griffer par les oiseaux, donc l'exposition n'est pas du tout la même. Au final, le travail d'évaluation du risque sanitaire pour ces personnes-là présente trop d'incertitudes pour pouvoir donner un résultat vraiment concluant. Bon. Ces travaux ont été validés par le RIVM, c'est l'Institut national en charge de l'environnement des Pays-Bas. Voilà. Merci. Donc là, il y a quand même dans les chiffres qui ont été donnés, il y a des valeurs quand même incroyables concernant les oiseaux. C'est à toi que je vais poser quelques questions. Maintenant, Philippe, c'est vrai qu'on a tous en mémoire l'image donc au moment de la Mococadis du cormoran mazouté. Ça a été quelque chose de très fort. Là, on vient d'entendre des chiffres dans le cadre de l'ERICA. C'était quoi finalement? Quelles sont les espèces les plus impactées au moment de ce type de catastrophe? Oui, alors bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Avant de répondre, je voudrais juste réagir à chaud un petit peu. Tout va bien avec les études et l'analyse de l'INERIS, ça ne m'étonne pas, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec à peu près l'ensemble de ce qui a été dit, notamment sur les chiffres annoncés sur les oiseaux, tout ça. On reviendra sur l'utilité ou non de soins aux oiseaux. Mais tout va bien et circuler, ça me semble un petit peu fort de café, après les expériences qu'on a pu avoir. Je voudrais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Bernard Fichot, parce que c'est vraiment très important. La résilience, la capacité de résilience de la nature par rapport aux marées noires. Et je me souviens qu'à l'époque de l'ERICA, Dominique Voynet avait eu cette phrase malheureuse parce qu'elle était sortie de son contexte. Ce n'est pas une catastrophe écologique, et alors ça lui a été reproché, tout ça. Mais je dois dire que par rapport aux marées noires, je suis à peu près de cet avis-là aussi. Et on a vu cette capacité de résilience. Ce sont des catastrophes écologiques, mais je veux dire que c'est un peu les catastrophes qui cachent les arbres, qui cachent la forêt des autres pollutions marines qui sont beaucoup plus pernicieuses, qu'elles soient chimiques, qu'elles soient les pollutions avec les isotopes radioactifs ou tous les médicaments, les pesticides, enfin tout ce que vous connaissez, qui sont beaucoup plus pernicieux. Et la capacité de résilience de la nature par rapport aux marées noires est notée, Bernard l'a rappelé, et c'est assez important. Donc on ne va pas dire que ce ne sont pas des catastrophes, mais il y a pire en ce qui concerne le domaine marin, et là je crois qu'on a de quoi s'inquiéter. En ce qui concerne alors moi, je n'ai pas vécu la Mococadis en direct. J'ai été scotché devant ma télé. Alors, il n'y avait pas les chaînes de télé d'infos en continu, mais je veux dire que je loupais aucune information et tout ça. Je ne pouvais pas aller à cette époque-là sur site. Je me suis, si on peut dire, rattrapé entre guillemets avec l'ERICA, puisque quand la catastrophe de l'ERICA s'est montée, l'école vétérinaire de Nantes, je suis nantais, était en vacances. Il y avait juste un centre de soins qui était en activité avec une capacité d'accueil de 30 animaux. Et on a ouvert avec Ronan Dantec, certains connaissent, puisque c'est un Breton, sénateur maintenant, avec Ronan Dantec, et puis après, quelques étudiants de l'école vétérinaire, et puis quelques professeurs, dont Madame Lostis, qui était responsable de ce centre de soins. On a ouvert ce centre de soins un petit peu à la hussarde, on a viré les animaux des écuries, tout ça, et on a reçu au total plus de 11 000 oiseaux dans ce centre de soins de l'école vétérinaire de Nantes. Et là, c'était du 3-8. Et donc, je vais répondre tout de suite à la question, pourquoi soigner les oiseaux? Effectivement, les chiffres des soins réussis et des relâchés sont faibles. D'autant plus que même à cette époque-là, on a fait des erreurs au niveau des relâchés. Je me souviens qu'on prenait des oiseaux à Nantes, qui avaient été soignés à Nantes, et on les relâchait en Côte d'Armor, sauf que les oiseaux, ils étaient programmés pour hiverner à tel endroit. Ils revenaient immédiatement et on les retrouvait après dans nos filières. On a récupéré comme ça des oiseaux baguets qu'on avait déjà nettoyés auparavant. Donc on a commis quelques erreurs, tout ça. Et c'est vrai que si on s'en tient à une valeur commerciale, la dépense énergie dépensée pour sauver un oiseau,
Et le résultat, bon, c'est complètement idiot, c'est ridicule, c'est même pas la peine. Alors donc on ne fait rien, on laisse, comme tu le disais tout à l'heure, le cormoran mazouté, on le regarde, ça émeut tout le monde et on fait rien, on passe à autre chose. Et là, il me vient une citation qui m'a beaucoup plu dans ma vie de naturaliste. C'est Macmillan, c'était un ornithologue américain qui voulait sauver le condor de Californie. Et on lui a dit la même chose. Il dépensait beaucoup d'argent pour sauver ce condor de Californie, d'ailleurs qui ne se porte pas trop mal en ce moment, d'ailleurs. Et on lui disait, mais pourquoi dépenser tant d'argent? Est-ce qu'on a vraiment besoin du condor de Californie? Est-ce qu'on a vraiment besoin de nettoyer des oiseaux mazoutés? Il a eu cette réponse qui était de dire, ben oui, le condor de Californie, il ne sert à rien. Effectivement, il ne sert à rien. Seulement les valeurs humaines qu'on doit développer pour sauver le condor de Californie sont ces valeurs qui vont nous sauver nous-mêmes. Et je crois que c'est très important, puisque effectivement beaucoup de gens sont sensibilisés, mobilisés autour des catastrophes à travers des images comme celle du cormoran mazouté, tout ça. Et je crois que c'est très important de prendre ça en charge et de développer ces capacités humaines, ces valeurs humaines qui vont nous permettre de travailler et de mobiliser autour des questions environnementales. Quand il s'agit de catastrophes, bien sûr, ce n'est pas le meilleur moment, mais c'est à ce moment-là quand même que souvent les gens se sentent concernés. Donc, tu peux revenir sur les oiseaux. Non, mais c'est juste les oiseaux. Les populations se sont reconstituées. Vous savez que la LPO s'est créée en 1912 en arrêtant la chasse aux oiseaux marins sur l'archipel des Sept îles, notamment les macareux, les guillemots, les pingouins tordas, qui étaient donc des cibles pour les chasseurs venus de Paris avec les trains de l'Ouest. Il y avait une belle affiche que j'ai d'ailleurs, où on vantait la chasse au calculo, le macareux. Et donc, les gens se sont mobilisés. Et la LPO, qui était naissante à ce moment-là, ça a été son premier combat. Elle n'est pas née pour ça, mais ça s'est conjugué. Et elle a gagné ce combat. Et c'est pour ça que la LPO est gestionnaire de cette réserve des Sept îles depuis le début. Et à cette époque-là, il y avait des milliers de macareux qui nichaient. En 1966, avant le Torrey Canyon, il restait 2500 couples de macareux. L'année suivante, il n'y en avait que 400. Impact non négligeable. En 2016, il y en a 130. Il y en a un petit peu moins aussi en 2017. Les stocks se reconstituent. Alors évidemment, il n'y a pas que l'impact des marées noires, hein. Il y a aussi le réchauffement climatique, il y a d'autres facteurs. On est dans une zone limite un peu pour le macareux moine, enfin bon, en bord de sa zone de répartition, il y a mais quand même, de dire que les stocks, il y a des oiseaux opportunistes, des animaux opportunistes dans toute la chaîne animale qui vont se porter très bien après des catastrophes et tout ça, hein, qui vont profiter même de nos pollutions et de nos... Hein, on a vu les goélands avec les décharges à ciel ouvert, par exemple, et c'est en train le chemin inverse est en train de se faire, ils sont en train de perdre en population. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des marées noires, les impacts ont été directs aux Sept îles, hein, que ce soit pour le pingouin torda. Il y avait 450 couples en 66, il n'y en a plus qu'une quarantaine maintenant. Pareil, hein, c'est pas la seule chose, mais quand même, les catastrophes, les pollutions marines, les pollutions par hydrocarbures ont un impact fort sur des espèces sensibles et les stocks ne se reconstituent pas puisqu'il y a d'autres paramètres qui viennent ajouter à ces pollutions pour limiter les espèces. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur les oiseaux. Quelles sont aujourd'hui les principales évolutions depuis les premières expériences finalement, Amoco Cadiz, Erika, sur les interventions, l'organisation que l'on met en place pour sauver, tu disais tout à l'heure, on le fait à la Hussarde, on récupère les locaux de l'école de vétérinaire de Nantes. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus organisé? Est-ce que... Oui, alors je pense qu'on n'aurait pas forcément plus de succès. Mais bon, on a avancé quand même dans la façon de traiter les oiseaux. Par exemple, nous, quand on a évacué l'école vétérinaire, on a mis des copeaux de bois, on a mis les oiseaux là-dessus. Là, ils étaient par centaines dans des box et tout ça, et ça tournait et tout ça. Et maintenant, on ne ferait plus ça. D'abord, on risque des épizooties, des maladies comme l'aspergillose, tout ça. Donc maintenant, on connaît mieux ces mécanismes-là. On sait mieux protéger les oiseaux qui nous arrivent dans les centres de soins. On a pu
On les met plus sur des copeaux de bois, on les met sur des treillis souples pour justement qu'il n'y ait pas d'escar non plus. Enfin, il y a des techniques nouvelles qui font qu'on est plus à même d'accueillir, de démazouter des oiseaux. Mais devant une catastrophe, alors quand c'est un centre de soins qui reçoit son lot d'oiseaux relativement faible, je dirais, même si c'est souvent trop, ça marche. Devant une catastrophe où quand on a 11 000 oiseaux qui débarquent dans un site, là, on serait de toute façon encore à nouveau très embêté. Mais je crois qu'on recommencerait exactement la même chose. Et je voudrais citer aussi autre chose. J'en profite parce qu'il y a quand même le responsable de la sécurité civile ici. Et je dois dire que quand j'étais à l'ERICA, c'est pas forcément naturaliste, mais c'est sur les valeurs encore. Quand j'étais donc à l'école vétérinaire à accueillir les bénévoles qui venaient de partout et tout ça, il y a une équipe de la sécurité civile qui revenait des ponts des inondations dans l'Aude, dans le sud de la France. Et ils sont arrivés, ils ont été envoyés sur la marée Noire, ils venaient sur la marée Noire de l'ERICA. Et ils se retrouvent au centre de soins de l'école de Nantes. Et là, la responsable, c'était une femme très en colère, dit « Nous, on veut aller sur les plages, nous, on veut les démazouter, on ne veut pas les oiseaux, qu'est-ce qu'on en a à faire ?» tout ça. Enfin, voilà, c'était ça. Je dis « Écoutez, je vais faire remonter, allez-y, faites remonter vous aussi. Si vous voulez sur les plages, nous, il y a suffisamment de bénévoles. » Et les pourparlers avec la sécurité civile, je ne sais pas comment ça marche au niveau de l'organisation, a duré 3-4 jours. Et au bout de 3-4 jours, je leur dis « Alors ?» Cette même femme qui m'avait dit « Nous, on veut aller sur les plages, on ne veut pas être là », m'a dit « On est tous d'accord, on reste tous. » Parce qu'on a compris ce qui se passait ici, et maintenant, on ne veut plus quitter ce centre de soins. Et ça a été vraiment... C'est encore avec émotion que je dis ça, parce que c'était une grande leçon qui revient un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure sur les valeurs. Je ne parle pas beaucoup d'oiseaux encore, là. Hein. Non, mais c'est bien, c'est très bien. Il y a juste un élément... pour finir, et puis après, ça sera voilà, on parlera parc marin et aire marine. Donc, c'est le côté, quand on a préparé cette table ronde, on a parlé aussi préjudice écologique. Oui, alors c'est très important, c'est l'évolution législative. La MOCO, ça a été rappelé, a pu faire passer le pollueur-payeur. C'était quand même extraordinaire. Et dès la MOCO Cadiz, la LPO avait demandé que soit aussi reconnu le préjudice écologique, avec une argumentation assez faible. On a fait des progrès, et avec le procès de l'ERICA, on a recommencé, mais alors là, un peu mieux armé, pour faire admettre ce préjudice écologique. Il n'était pas normal, par exemple. Alors, il ne faut pas monétariser la nature, c'est toujours un peu dangereux, parce qu'après, du coup, on peut tuer puisqu'on peut payer. Enfin bon, c'est des mécanismes un peu pervers des fois. Mais néanmoins, il n'était pas normal qu'une buse tuée par je ne sais pas qui, peut-être un chasseur, le chasseur soit pénalisé et ait une amende de 1 500 € parce qu'il avait tué une buse d'espèces protégées, et qu'un pétrolier puisse tuer 150 000 oiseaux et aucune responsabilité là-dedans. Donc on a plaidé ça. On a fait travailler Bernard Chevassuau, lui, qui a fait des estimations sur justement la valeur du vivant non commercial. Et puis on a plaidé, donc notre avocat a plaidé le préjudice écologique lors du procès de l'ERICA. Et grande victoire, comme l'avait dit Alain Bougrain-Dubourg à l'époque, on n'arrête pas une idée lorsqu'elle est en marche, en citant Victor Hugo, le préjudice écologique a été retenu et a été confirmé lors de la pollution dont on a parlé ce matin, dans l'Estuaire de la Loire, la pollution de Donge, où là, le préjudice écologique a été entériné, reconnu. Déjà pour l'ERICA, la LPO avait reçu à l'époque 300 000 € de dommages et intérêts pour ce préjudice écologique. Donc voilà une grande victoire. Je pense qu'il faut se battre tous ensemble, hein, les communes, les associations et tout ça. Et puis voilà. Et puis pour terminer mon petit parcours, j'avais été aussi président de l'Observatoire des marées noires. La suite à l'ERICA, Dominique Voilet avait mis l'Observatoire des marées noires en route, qui était une association qui rassemblait des associations de protection de la nature et des scientifiques pour faire des propositions, analyser ce qui se passait sur le nettoyage des oiseaux, des plages et tout ça, tout ce qu'on a abordé. Et puis il a fallu, bien faute de moyens après, le liquider, et j'en ai été le liquidateur. Mais c'est un peu dommage que des organismes comme ça ne soient pas pérennes, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé, de ce qui se passe avec les élus du littoral. Merci Philippe. Alors, un élément quand même important qui est apparu dans les différentes interventions,
c'est finalement ce besoin d'état initial qui permet après de réaliser ce suivi, hein, d'avoir une vision de l'évolution et également aussi, il est essentiel au moment du préjudice écologique, hein, c'est aussi d'avoir cet état des lieux. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la zone de la Mococadis, on a le parc naturel marin d'Iroise qui, lui, a besoin d'avoir des états des lieux, des états initiaux. Oui, tout à fait. Alors, merci également de m'avoir invité. Avant 2006, et c'est assez récent finalement, c'est une actualité très récente, il n'existait que quelques aires marines protégées, dont une partie marine d'un parc national, une réserve naturelle dans les Bouches de Bonifacio et quelques petits morceaux de réserve le long de la côte. L'Agence des aires marines protégées avait pour objectif de mettre 20% des eaux sous juridiction française en aires marines protégées et a notamment proposé la création des parcs naturels marins, dont le premier parc naturel marin, premier du genre, est ici à la pointe de la Bretagne. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on crée? Et puis après, en fait, on a eu toute une déclinaison avec les zones Natura 2000 et d'autres aires marines protégées, de nouveaux parcs nationaux, y compris marins, se sont créés. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on crée une aire marine protégée? La première chose, c'est d'abord, on étudie l'endroit où on va la mettre en place pour essayer de connaître les enjeux de protection et puis l'état du milieu. Ensuite, quand on la crée, la première chose, c'est on écrit un document d'objectif ou un plan de gestion. Et pour ça, le premier point, c'est de réaliser un état initial dans lequel on liste l'ensemble des habitats, des espèces, leur état de conservation, état de la qualité de l'eau, etc. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est la base d'un travail qui va, à partir de ce travail-là, on se fixe des objectifs de reconquête ou de maintien de qualité. Et puis derrière, on les mesure. Donc, ça veut dire que dans toutes ces aires marines protégées aujourd'hui, on a une très bonne connaissance de l'état des habitats, des espèces, de la qualité de l'eau et de son évolution. Et surtout, comme on a un maillage à l'échelle nationale, y compris outre-mer, puisque les plus grandes aires marines protégées sont outre-mer, on est capable de comparer, en cas de pollution, d'abord, d'avoir un état avant-après pollution, et également de comparer une aire marine protégée qui a été impactée par une pollution avec une aire marine protégée qui n'a pas été impactée. Et donc aujourd'hui, lorsque j'entendais parler de réparation tout à l'heure, alors dans les aires marines protégées, on n'évitera pas les pollutions, pas plus qu'ailleurs. On a des petits moyens qui ne permettent pas non plus de lutter contre une pollution majeure, comme partout ailleurs. En revanche, on sait exactement ce qui s'y passe et on connaît rapidement l'impact de la pollution qui a impacté cette zone. Donc là, ça veut dire que sur une aire marine protégée, on a une bonne connaissance du milieu, une bonne connaissance de l'écosystème dans sa globalité. Comment se fait cette connaissance? Il y a des indicateurs qui sont des indicateurs transversaux qu'on trouve à l'échelle des réseaux des aires marines protégées et qui peuvent avoir un intérêt après dans le cadre de ce type de catastrophe? Alors, on a dans les aires marines protégées, après en fonction des aires marines protégées, on a des indicateurs qui sont plus ou moins précis. Il y a déjà, comme tout à l'heure c'était cité, des indicateurs à l'échelle des façades avec la DCSMM, Directive 4, Stratégie sur le milieu marin. Et en fonction en gros, plus le niveau de protection d'une aire marine protégée est élevé, et plus on a d'indicateurs précis sur l'état du milieu et des espèces. Et oui, ces indicateurs nous sont présentés d'ailleurs au conseil de gestion dans les parcs naturels marins chaque année, et permettent de voir d'abord si on fait fausse route ou pas dans notre mode de gestion, puisque si on voit un indicateur se dégrader, c'est qu'il y a un problème. Alors après, le problème ne vient pas forcément, on est sur des milieux qui sont très ouverts, soumis aux changements globaux, donc la modification d'un indicateur, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, n'est pas forcément une indication de la qualité de gestion, mais par contre, ça doit poser question. Est-ce que l'aire marine protégée qui est juste à côté, qui est gérée différemment, a le même problème ou pas? Et derrière, ça permet de voir si on fait fausse route ou pas dans notre mode de gestion. Et ça permettrait également, en cas de catastrophe, comme je le disais tout à l'heure, d'être très objectif sur l'impact de cette pollution. Merci beaucoup. Merci. Merci. Comme vous avez vu, donc on a couvert vraiment très largement cette problématique des impacts écologiques avec donc cet intérêt fort pour mettre en place un suivi finalement de l'évolution des écosystèmes dans leur globalité, et puis également
on a quand même abordé au-delà, j'allais dire, des sciences dures, hein, le volet sciences humaines, sciences humaines et sociales. Je pense que c'est quelque chose aussi d'essentiel à prendre en compte dans ce type de catastrophe. Et c'est un élément aussi qui intervient finalement dans la gestion après, l'organisation à mettre en place après sur le terrain. Je propose maintenant un petit temps de questions avec la salle et puis avec les intervenants qui sont ici. Il y a une question. Voilà. Le micro arrive. Oui. Franck Gentil, ancien enseignant-chercheur à la station biologique de Roscoff et jeune assistant au moment d'Amoco Cadiz. J'ai donc bien vécu beaucoup de choses assez particulières. Et je voudrais juste soulever un point. On a beaucoup parlé là, surtout des phénomènes les plus spectaculaires en surface, mais l'Amoco Cadiz a démontré qu'il y avait une pollution qui s'est répartie dans toute la masse d'eau, et notamment il y a des chercheurs du CNRS, après l'Amoco Cadiz, qui ont mesuré des taux de certains hydrocarbures dans les éponges au large de l'île de Bas, c'est-à-dire un peu moins de 100 mètres de profondeur, 80 mètres de profondeur. Ça, c'est un point important. Il ne faut pas toujours trop se focaliser sur la partie la plus évidente. Il y a aussi des pollutions qui peuvent être engendrées dans toute la masse d'eau. Un autre point qui est venu en relais avec cette pollution dans la masse d'eau, c'est un collègue qui venait de commencer sa thèse un an avant l'Amoco Cadiz sur des peuplements en baie de Morlaix, où il y avait une dominance de quelques petits amphipodes, 4 espèces d'amphipodes qu'on appelle les Ampélisca, et qui étaient à plusieurs dizaines de milliers d'individus par mètre carré. Il avait fait ces prélèvements avant, et juste après l'Amoco, dans sa grille de prélèvement, il est intervenu. Et là, on a vu une baisse très brutale de ces populations qui, en quelques mois, ont pratiquement disparu, sont arrivés à quelques dizaines d'individus par mètre carré. C'est une expérience, entre guillemets, absolument positive, originale, de cette influence de toxicité des hydrocarbures, notamment de ceux de l'Amoco Cadiz. Et ensuite, ce suivi a été continué. Il existe encore, donc plus de 40 ans après le début, pour suivre ces populations. Et on a pu dater à ce moment-là le retour des populations de ces Ampélisca à peu près une dizaine d'années, au moins une dizaine d'années. Et il reste encore un déficit en nombre d'espèces qui ont disparu après l'Amoco. L'ERICA est intervenu et on s'est aperçu que sans connaissance antérieure sur le littoral ou sur le sublittoral, il était extrêmement difficile de quantifier et de qualifier les impacts de ce type de pollution. Un programme post-ERICA qui a rassemblé plusieurs laboratoires bretons, Brest, Rennes, Roscoff et Concarneau et d'autres, ont mis au point un projet collaboratif qui ensuite a été, disons, soutenu par l'IFREMER et qui s'est concrétisé dans ce qu'on appelle le réseau REBINT, réseau de suivi benthique, avec un suivi sur les côtes, à la fois sur le littoral, sur les algues, les macrophytes et les animaux, et également sur le sublittoral, sur le merle, etc. Et ça, c'est un des points forts de ces pollutions, ça a été d'instituer un réseau de connaissances afin de pouvoir quantifier et peut-être aussi de demander ces dédommagements. Et je pense qu'au niveau des pollutions, les impacts écologiques, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut dédommager l'impact écologique, enfin, les dégâts écologiques, ou est-ce qu'il faut demander des réhabilitations? Je signale que mon collègue Éric Thibault fera demain une conférence justement sur l'impact scientifique de ces deux pollutions, ERICA et Amoco. Pardon. Quelqu'un vers Jacek. Je vais laisser la parole à la salle. Simplement pour compléter, merci beaucoup pour souligner effectivement la mise en place des réseaux d'observation pérennes qui sont très importants, qui nous fournissent effectivement l'état des références, on a dit l'état initial, l'état des références probablement. C'est extrêmement important puisque finalement, à partir du moment qu'on pose la question qu'est-ce qui est le bon état écologique,
il faut que les scientifiques puissent effectivement la définir. Parce que finalement, entre nous, parfois on n'est pas d'accord. Et donc ce type d'observation à long terme nous permet effectivement de fixer certains nombres, on peut l'appeler ça indicateur, mais surtout des connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes qui effectivement permettent d'établir l'état des références par rapport à un accident ou éventuellement par rapport à la contamination chronique qui est dans le milieu. Une autre question ? Non. Non. Je propose qu'on passe à la pause café. Je vais quand même vous laisser chacun donner voilà, une phrase de conclusion hein, pour clore cette table ronde. Je fais tourner le micro. Allez. Oui, un point encore, un dernier point sur les aires marines protégées. Je pense que ça a été dit en filigrane. La capacité de résilience du milieu marin et des espèces dépend aussi de l'état initial dans lequel elles sont. Si on a des espèces, des habitats qui sont déjà très affaiblis, effectivement, l'impact des pollutions est peut-être beaucoup plus important. Raison pour laquelle il est important de protéger nos côtes. Non, moi, comme seul mot de conclusion, je dirais peut-être que s'il y en a encore une dans les temps à venir, et si je ne suis pas mort quand elle intervient, j'espère qu'on prendra en compte, j'avais pas pensé à dire ça tout à l'heure, ce qui, à mon avis, a prévalu pendant le nettoyage de l'Erika, c'est l'hygiénisme. Moi, j'appelle ça l'hygiénisme, c'est-à-dire qu'il fallait que tout soit propre comme avant, pour peu qu'il y ait eu un avant. Et c'est ça qui a amené aux dérives consistant à faire vite, enlever du sable sous prétexte qu'il y avait des boulettes dedans, alors que nous, on sait le nettoyer sur les plages sans l'enlever. J'espère que la prochaine fois, ce ne sera pas pire que ça encore, parce que ce que j'ai noté, à part dans les pays pauvres ou en guerre, comme au Liban, c'est vrai qu'au Liban, le nettoyage, c'était cool, on ne cherchait pas à faire de l'hygiénisme le plus total, mais sinon, j'ai fait l'Exxon Valdez, c'est quand même chez les Américains, etc. Ce que je constate, c'est que ça va crescendo, c'est-à-dire que les gens, or on a eu quelques témoignages ici, les gens, disons les gens globalement, vivent cette pollution comme étant une catastrophe majeure, un poison intégral qui tue tout pour toujours, etc. etc. C'est pas vrai. Une marée noire, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un événement écologique un peu grave, catastrophe ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, si on prend les moyens de bien bosser, si on écoute les gens qui ont un petit peu d'expérience là-dedans, et on est relativement nombreux quand même, et si on ne dicte rien, mais on peut conseiller, on discute, on se dispute, eh bien, y a moyen de faire des très très beaux nettoyages, sans faire ça, sans enlever 200 000 tonnes de sable. On est en train de nous bassiner tous les jours, et c'est vrai que le niveau de la mer est en train de remonter, et que donc les côtes sont en train de s'éroder, et pendant l'Erika, on tire 200 000 tonnes de sable sur les plages, et ça fait chier personne. Sauf que si on tire le sable sur les plages, c'est comme si on a baissé la côte et que le niveau de la mer montait. Donc on passe d'un problème à un autre. D'accord ? Je pense juste qu'une marée noire, de toute façon, une fois, pour peu que les CEPOL, qui bossent très bien, aient raté son boulot, une fois que le mazout est à la côte, il ne risque pas de se barrer. Hein, c'est clair et net. Donc on peut prendre le temps d'une petite semaine de réflexion, entre potes, en bouffant, en buvant un petit coup, en causant entre spécialistes, en s'engueulant pendant 4 jours, et à la fin, on arrive à un truc qui tient la route en matière de nettoyage. Et on fait un nettoyage qui marche bien. J'aurais dû le garder pour la fin. Bon, Philippe ? Oui, j'aime beaucoup cette conclusion, Bernard. Moi, je dirais simplement, je reviendrai un peu sur tout ce qui a été dit au cours de cette journée. On assiste quand même, que ce soit pour les marées noires ou d'autres catastrophes environnementales, écologiques, ce sont un peu des catastrophes annoncées. C'est-à-dire qu'on le sait à l'avance, qu'elles soient nucléaires, qu'elles soient marées noires, qu'elles soient tout ça, on sait qu'il y a des risques et puis il y a des systèmes économiques, des systèmes de pression sur... on voit pour les marées noires, par exemple, on en a parlé ce matin de ces équipages un peu borderline, hein, et avec des affréteurs qui ne sont pas très regardants, des assureurs qui... et j'espère qu'on peut squeezer tout ça le jour où il y a un bateau qui est un peu en rade. On a l'autorisation, l'obligation d'aller le chercher, de le ramener à terre ou de je ne sais pas quoi, faire quelque chose, mais ne plus attendre que ces gens-là discutent entre eux, comme ça s'est passé pour l'Erika avant qu'il coule. Donc ce sont des catastrophes annoncées, et je crois qu'en amont de ces catastrophes, c'est là aussi qu'on a du boulot à faire pour analyser un peu tous les risques qu'on nous met sur la tête en nous disant tout va bien. Et je sais que ça va être la conclusion peut-être à ma gauche.
Ah, ouais, c'est une provocation. Bon. Tu n'as pas je vais rester sérieux alors. Donc, non, mais je n'ai pas que répéter ce que j'ai déjà dit. Hein. Donc, l'observation à long terme, elle est très importante. Il faut qu'on ait des connaissances préalables pour évaluer, pour pouvoir véritablement évaluer des conséquences écologiques d'une marée noire. Donc, il faut quand même savoir ça. Je vais introduire à la fin de la session une petite nuance. Je pense ce qui a été peut-être dit un tout petit peu avec la question de la salle tout à l'heure. Il y a une petite différence entre l'évaluation des conséquences écologiques et des réponses écotoxicologiques. Et donc, on peut dire que les réponses écotoxicologiques peuvent être rapides, avec des mortalités, des nombres des oiseaux qui sont morts. Mais quelle est la conséquence écologique de ces oiseaux morts, finalement? C'est la question la plus difficile, finalement, dans l'évaluation ensuite. Merci. Oui, donc moi je dirais que voilà, les marées noires, bon, c'est le genre d'accident majeur dont on se passerait bien. Je pense que tout le monde voudrait qu'il n'y en ait plus, mais on ne peut pas vraiment trop se voiler la face. Effectivement, il va encore y en avoir. Et moi, j'ai l'impression, de mon point de vue, que les méthodes, les opérations, les stratégies mises en place pour pallier à ce genre d'événements sont plus efficaces. Et du coup, je trouve que c'est important de multiplier, ou au moins de conserver ce genre d'éléments, enfin d'événements de communication. Ça garde une espèce de vigilance dans la tête des gens, ça permet de les garder vigilants là-dessus et d'être plus réactifs et mieux organisés pour les suivantes. Donc, ce genre d'événements, je trouve ça très important aussi. Merci. Je tiens à vous remercier, tous les 5. Voilà, je trouve que ça a été une table ronde très riche. Ravie d'avoir pu échanger aussi avec vous tous autour de cette problématique des impacts écologiques. Merci à tous.